L'impact de son corps heurtant la terre dure près de la voie ferrée envoya des vagues d'agonie dans chacun de ses os. Mais les sifflets du train de marchandises, hurlant dans l'obscurité, couvraient ses cris. Jennifer Lawson gisait, recroquevillée dans la poussière. Sa robe de soie était déchirée en lambeaux. Du sang coulait d'une entaille au-dessus de sa tempe. Les lanternes rouges du train disparaissaient dans la vaste nuit du Montana. Il emportait avec lui les 3 hommes qui lui avaient tout volé. Il l'avait jeté du wagon en marche comme un sac de grains sans valeur. Elle essaya de bouger, mais son bras gauche pendait dans un angle anormal. Ses côtes lui lançaient une douleur qui lui coupait le souffle. L'air de septembre, en 1883, devenait déjà froid, si loin au nord. Elle voyait son propre souffle formé de petits nuages. Elle luttait pour rester consciente. Au-dessus d'elle, 1 million d'étoiles brillaient dans le ciel clair, indifférentes à sa souffrance. Elle était montée dans ce train à Chicago il y a 3 jours. Une veuve respectable de 24 ans, voyageant vers l'ouest pour prendre un nouveau départ après la mort de son mari. Elle transportait l'argent de l'assurance-vie qui devait être son nouveau commencement. Les joueurs de cartes avaient semblé assez amicaux au début. Ils l'avaient invitée à regarder leur partie, lui offrant du café. Elle avait été stupide de mentionner qu'elle voyageait seule, stupide d'accepter ce café qui l'avait rendue somnolente. Quand elle s'était réveillée, ils fouillaient sa mallette de voyage. Et quand elle avait crié, ils avaient simplement ouvert la porte du wagon et l'avaient jetée dans la nuit. Le son de sabots de cheval qui approchait la força à ouvrir les yeux. Sa vision était brouillée par la douleur et le choc. Elle essaya d'appeler, mais sa voix n'était qu'un murmure. Le cheval ralentit et elle entendit des bottes toucher le sol, puis des pas crisser sur le gravier. « Mon Dieu », dit une voix d'homme, profonde et rude, mais pleine d'inquiétude. Des mains fortes touchèrent doucement son épaule. « Madame, vous m'entendez » Jennifer réussit à émettre un petit son entre un gémissement et un mot. L'homme entra dans son champ de vision. Même à travers le brouillard de la douleur, elle put voir qu'il était jeune, peut-être 27 ou 28 ans. Il avait des cheveux sombres qui avaient besoin d'une coupe, et ses yeux exprimaient une inquiétude sincère au clair de lune. « Je vais vous soulever sur mon cheval, dit-il. » Sa voix était stable et calme, malgré l'urgence qu'elle pouvait sentir. « Ça va faire mal, mais ma maison n'est pas loin, et vous avez besoin d'aide rapidement. Vous me comprenez? » Elle réussit à hocher la tête, un tout petit signe. Il bougea avec une douceur surprenante pour un homme aussi grand. Il glissa un bras sous ses épaules et un autre sous ses genoux. Le mouvement envoya une douleur brûlante dans son bras blessé et ses côtes. Elle cria malgré elle. « Je sais, » murmura-t-il. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui lui fit croire qu'il comprenait vraiment la douleur. On y est presque. Il l'installa en travers de sa selle, puis monta derrière elle. Il la tenait prudemment contre sa poitrine tout en guidant le cheval d'une allure douce. Elle pouvait sentir sa chaleur, l'odeur du cuir et de la fumée de bois. Et quelque chose de propre, comme du savon de peigne. Ses bras formaient une cage protectrice autour d'elle. Et pour la première fois depuis qu'elle avait ouvert les yeux dans ce wagon, elle ressentit un peu de sécurité. « Nathan, » dit-il doucement pendant qu'ils avançaient. « Nathan Harper, mon ranch est juste de l'autre côté de cette crête. Vous allez vous en sortir, madame, je vous le promets. » Elle voulait lui dire son nom, voulait le remercier, mais l'obscurité l'attirait de nouveau. Et cette fois, elle se laissa emporter. Elle faisait confiance à cet étranger d'une manière dont elle n'avait fait confiance à personne depuis très longtemps. Quand elle se réveilla, ce fut avec la sensation d'être déposée sur quelque chose de doux. Elle cligna des yeux et se retrouva dans une petite cabane, mais bien rangée. La lumière d'une lampe projetait des ombres chaudes sur les murs en rondins. Nathan Harper était penché sur elle. À côté de lui se tenait une femme plus âgée, avec des yeux bienveillants et des mains expertes. « Voilà, » dit la femme d'une voix vive mais douce. « Je suis Madame Patterson, du ranch voisin. Nathan est venu me chercher après vous avoir installé. Votre bras est soigné, ma chère. Et vous avez quelques côtes fêlées, à ce que je sens. Je vais devoir remettre ce bras en place. Et ça va faire un mal de chien. » Jennifer essaya de parler et cette fois sa voix fonctionna, bien qu'elle soit rauque. « Le train, ils m'ont jeté du train. » La mâchoire de Nathan se crispa et elle vit ses mains se serrer sur ses flancs. « Qui vous a jeté? »« 3 hommes, des joueurs de cartes. Ils m'ont volé et m'ont jeté dehors alors que le train roulait encore.
Des larmes lui brûlèrent les yeux à cause de la douleur, de l'humiliation et de la peur. Tout ce que j'avais, ils ont tout pris. Madame Patterson fit un bruit de désapprobation et commença à examiner les blessures de Jennifer avec une efficacité douce. Des hommes comme ça devraient être pendus. Maintenant, laissez-moi voir ce bras. Nathan, tenez-lui les épaules fermement. Les minutes qui suivirent furent une agonie. Madame Patterson était habile, mais il n'y avait aucun moyen de remettre un os cassé sans douleur. Jennifer mordit la lanière de cuir que Nathan lui offrait. Des larmes coulaient sur son visage pendant que la femme plus âgée travaillait. Pendant tout ce temps, Nathan tenait ses épaules fermement mais doucement. Ses mains étaient instables, sa voix murmurait des mots d'encouragement qu'elle pouvait à peine comprendre à travers le brouillard de la douleur. Quand ce fut terminé, son bras était immobilisé dans une attelle et bandé. Ses côtes étaient bien serrées et la coupure sur sa tête était nettoyée et pansée. Madame Patterson lui fit boire quelque chose d'amer. Elle dit que cela aiderait avec la douleur et l'aiderait à dormir. « Je viendrai la voir demain », dit Madame Patterson à Nathan en rassemblant ses affaires. « Gardez-la immobile et au calme. Ses côtes ont besoin de temps pour guérir. Elle a de la chance que vous l'ayez trouvée à temps. 1 heure ou 2 de plus dehors dans le froid, dans son état, et nous serions en train de creuser une tombe au lieu de remettre des os en place. » Après le départ de Madame Patterson, Nathan approcha une chaise du lit et s'assit. Il posa les coudes sur ses genoux, son expression sérieuse. « Vous devriez vous reposer. Mais d'abord, pouvez-vous me dire votre nom? » « Jennifer Lawson, » murmura-t-elle, le médicament la faisant déjà se sentir légère et étrange. « J'allais prendre un nouveau départ. J'étais veuve. Mon mari est mort il y a 6 mois, en Ohio. L'argent de l'assurance vie, j'allais l'utiliser pour recommencer à zéro quelque part dans l'Ouest. Ouvrir une boutique de robes, peut-être? Ou une pension. Quelque chose à moi. » Une larme glissa sur sa joue. C'était 4 000 $. Tout ce que j'avais au monde, et maintenant, tout a disparu. L'expression de Nathan s'assombrit de colère, mais quand il parla, sa voix resta douce. « Avez-vous vu dans quelle direction le train se dirigeait? »« Vers l'ouest, dit-elle, vers Ekla. Je crois que je les ai entendus parler de la ville minière. »« Ekla est à 2 heures au nord d'ici, dit Nathan. C'est une ville rude, pleine de mineurs, de joueurs, et pire encore, s'ils se dirigeaient en là-bas, ils s'y arrêteront probablement quelques jours. Ils dépenseront une partie de cet argent avant de repartir. » Il se leva, se dirigeant vers un coffre dans le coin. « Mais pour l'instant, vous devez dormir et guérir. Nous nous inquiéterons de ces hommes plus tard. » « Nous » le mot sortit pâteux, le médicament l'entraînant vers le sommeil. « Vous pensez que je vais les laisser s'en tirer avec ce qu'ils ont fait? » La voix de Nathan avait maintenant une dureté. « Je ne suis pas un tireur, madame, mais je connais le bien et le mal, et ce qu'ils vous ont fait est à peu près ce qu'il y a de plus mal. » Elle voulait lui dire que c'était trop dangereux, qu'il ne lui devait rien. Mais le sommeil l'entraînait dans l'obscurité, et cette fois, elle y alla sans peur. Les 3 jours suivants passèrent dans un brouillard de douleur et de sommeil agité. Nathan était là chaque fois qu'elle se réveillait. Il lui apportait du bouillon et de l'eau, l'aidait à s'asseoir pour boire. Il changeait le bandage sur sa tête avec une douceur surprenante. Madame Patterson venait 2 fois par jour pour vérifier ses progrès et ajuster ses bandages. Le 4e jour, Jennifer se réveilla avec les idées plus claires. La douleur était toujours là, une douleur constante dans son bras et ses côtes. Mais l'agonie aiguë s'était estompée pour devenir quelque chose de plus supportable. Elle constata qu'elle pouvait tourner la tête sans que la pièce ne tourne. Elle pouvait fixer son regard sans que tout ne devienne flou. Nathan était près du poêle, cuisinant quelque chose qui sentait merveilleusement bon. Il jeta un coup d'œil quand il l'entendit bouger, et un sourire traversa son visage. Cela transforma ses traits sérieux en quelque chose de presque enfantin. « Vous êtes réveillé et lucide, » dit-il en posant sa cuillère et en venant à ses côtés. « Comment vous sentez-vous? »« Comme si j'avais été jeté d'un train en marche, » dit-elle. Elle fut surprise de s'entendre faire une blague, même une blague faible. Il rit. Un son authentique qui fit fleurir quelque chose de chaud dans sa poitrine, malgré tout. « Je suppose que c'est juste. Avez-vous faim? »« J'ai du ragoût. Je suis un cuisinier assez correct, même si je ne suis pas un grand chef. » Son estomac gargouilla en réponse et elle sentit son visage chauffé d'embarras. Nathan se contenta de sourire et alla chercher un bol. Il l'aida à s'asseoir, calant des oreillers derrière son dos.
Elle était très consciente de la douceur de ses mains, de la prudence avec laquelle il évitait de bousculer ses blessures. Le ragoût était simple mais bon, épais avec du chevreuil et des légumes. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée. Nathan était assis sur sa chaise, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Depuis combien de temps suis-je ici ?» demanda-t-elle entre deux cuillerées. « 4 jours. Madame Patterson dit que vous guérissez bien, tout bien considéré. Pas de fièvre, ce qui était notre principale inquiétude. » Il fit une pause, ses doigts tambourinant contre son genou. « Je suis allé à Hecla hier. » La cuillère de Jennifer s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Vous avez fait quoi? » « J'ai posé des questions sur 3 étrangers arrivés par le train qui dépensaient de l'argent sans compter. Le barman du Silver Bell a dit que 3 hommes correspondant à votre description sont venus cette nuit-là. Ils ont payé des tournées pour tout le monde, ont joué aux cartes jusqu'à l'aube. Ils sont partis le lendemain matin par le train en direction de l'ouest, vers Helena. « Vous n'auriez pas dû y aller, dit Jennifer, la peur rendant sa voix aiguë. Ce sont des hommes dangereux. S'ils vous avaient vu poser des questions sur eux, ils ne m'ont pas vu et de toute façon, ils sont partis maintenant. » Nathan se pencha en avant, son expression intense. « Mais j'ai envoyé un télégramme au Marshal à Helena. Je lui ai donné les descriptions. Je lui ai dit qu'ils avaient volé une passagère et l'avaient jetée d'un train en marche. Il m'a répondu ce matin. Ils ont arrêté 3 hommes correspondant à ces descriptions il y a 2 jours. Ils les ont surpris en train de tricher aux cartes dans un saloon. Ils ont trouvé plus de 3000 dollars sur eux, des billets de train volés et une mallette de voyage de femme avec les initiales GL. Le cœur de Jennifer se mit à battre la chamade. « Ma mallette, c'était de la mienne. Je sais, le Marshal les détient pour le procès. Il dit que si vous êtes en état de voyager dans quelques semaines, il aura besoin que vous veniez les identifier. Vous devrez témoigner sur ce qu'ils ont fait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils renvoient votre argent et votre mallette par le prochain train. Ça devrait arriver dans 3 ou 4 jours. » Elle le fixa, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Vous avez récupéré mon argent. » « Le Marshal a récupéré votre argent, » corrigea Nathan, mais il y avait quelque chose de satisfait dans son expression. « Je l'ai juste mise sur la bonne voie. » Jennifer sentit des larmes couler sur son visage. Mais celles-ci étaient différentes des larmes de douleur, de peur et de désespoir. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie, vous m'avez accueilli, soigné, et maintenant ça. Vous ne me connaissez même pas. » L'expression de Nathan devint sérieuse et il tendit la main. Sa main cailleuse couvrit la sienne avec une tendresse surprenante. « Je sais que vous étiez blessé et que vous aviez besoin d'aide. C'est suffisant. Ici, on prend soin les uns des autres. C'est comme ça qu'on survit. » Au cours des 2 semaines suivantes, Jennifer reprit des forces. Elle pouvait s'asseoir seule, marcher lentement dans la cabane avec Nathan, qui planait à proximité comme une mère poule anxieuse. Ses côtes lui faisaient encore mal à chaque respiration. Son bras la démangeait terriblement à l'intérieur de son attelle. Mais les pointes de douleur s'étaient émoussées pour devenir quelque chose de gérable. Elle apprit à connaître Nathan pendant ses longues journées de convalescence. Il avait 28 ans. Il était venu de l'Illinois vers l'ouest il y a 5 ans, après la mort de ses parents de la grippe. Il avait travaillé comme ouvrier de ranch pendant 3 ans. Il avait économisé chaque centime. Finalement, il a eu assez d'argent pour acheter ce lopin de terre et commencer à bâtir son propre troupeau. Il élevait du bétail, environ 200 têtes. Il faisait tout le travail lui-même, sauf pendant le rassemblement du bétail, où il engageait quelques saisonniers. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-il un soir alors qu'ils étaient assis ensemble après le dîner. Lui sur sa chaise et elle sur le lit, les jambes couvertes d'une courte pointe. « Pas comparé aux grands domaines, mais c'est à moi, et il y a quelque chose à dire là-dessus. » « C'est quelque chose dont on peut être fier, » dit Jennifer. Et elle le pensait. Elle l'avait observé ces dernières semaines. Elle voyait à quel point il travaillait dur. Il était debout avant l'aube et ne rentrait souvent que bien après la tombée de la nuit. Il s'occupait de ses animaux avec la même douceur qu'il lui avait montrée. Il vérifiait les clôtures et les points d'eau, planifiait l'hiver qui approchait. « Vous avez bâti ça à partir de rien. »« Pas de rien, » dit-il avec un léger sourire. « J'ai eu de l'aide pour apprendre le métier. Des hommes bons ont été prêts à m'enseigner et j'ai eu de la chance. J'ai trouvé cette vallée avec de l'eau et de l'herbe de qualité. Je suis arrivé avant que quelqu'un d'autre ne la revendique.
Il fit une pause, ses yeux sur son visage. Et vous? Comment était votre vie avant? Jennifer baissa les yeux sur ses mains, la gauche toujours dans son attelle et inutile. Petite, c'est le meilleur mot, je pense. J'ai grandi dans une petite ville de l'Ohio. Je me suis marié jeune avec un homme que mon père approuvait, Thomas Lawson. Il avait 15 ans de plus que moi. C'était un employé dans un cabinet d'avocats, stable, fiable et totalement prévisible. Nous avions une petite maison, une petite vie. Je tenais la maison et j'essayais d'être une bonne épouse. Il allait au travail et rentrait à la même heure chaque jour pendant 5 ans. Vous ne l'aimiez pas, dit Nathan doucement, et ce n'était pas d'une question. Je le respectais, dit Jennifer avec précaution. Il n'a jamais été cruel, n'a jamais levé la main sur moi. Mais non, je ne l'aimais pas et il ne m'aimait pas. C'était un arrangement, je pense. Il voulait une maison bien tenue et des repas réguliers, et je voulais quitter la maison de mon père. Nous nous donnions ce dont nous avions besoin, mais il n'y a jamais eu de chaleur, pas de passion. Elle sentit son visage chauffer à ce dernier mot, mais continua. Quand il est mort d'une crise cardiaque, je me suis senti coupable, parce que ma première émotion n'a pas été le chagrin. C'était le soulagement. Le soulagement de pouvoir enfin faire quelque chose de différent, d'être plus que la femme discrète d'un employé dans une petite ville de l'Ohio. L'argent de l'assurance signifiait que je pouvais aller vers l'ouest, recommencer, construire quelque chose à moi. Je voulais me sentir vivante, je pense. Je voulais prendre un risque, vivre une aventure. Elle rit amèrement. Je suppose que j'ai eu plus d'aventures que prévu. Vous avez été trahi et blessé, dit Nathan, la voix dure. Ce n'est pas de l'aventure, c'est de la méchanceté. Mais vous y avez survécu. Vous êtes toujours là, à planifier et à penser à l'avenir. Cela demande de la force. Jennifer leva les yeux vers lui, frappée par quelque chose dans son ton, dans la façon dont il la regardait. Il y avait de l'admiration, oui, mais aussi quelque chose de plus chaleureux. Quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite et lui coupait le souffle. « Nathan » commença-t-elle, mais il se leva brusquement. Il se dirigea vers le poêle pour se verser un café dont il n'avait clairement pas besoin. « Vous devriez vous reposer, dit-il sans la regarder. Madame Patterson dit que vous avez besoin de beaucoup de repos pour bien guérir. » Elle voulait insister, demander ce qu'il avait été sur le point de dire ou de faire. Mais elle était fatiguée et il avait raison. Elle avait besoin de repos. Alors elle se glissa sous les couvertures et ferma les yeux. Mais le sommeil mit longtemps à venir. Et quand il vint, elle rêva d'yeux sombres et de mains douces, et d'une voix qui disait son nom comme si c'était quelque chose de précieux. L'argent et sa maillette de voyage arrivèrent 5 jours plus tard. Ils furent livrés par la diligence qui traversait la vallée une fois par semaine en route pour Ekla. Nathan les apporta avec une expression satisfaite. Il posa la maillette sur la table et le paquet scellé du Marshall à côté. Jennifer ouvrit le paquet avec des mains tremblantes, sa bonne main tâtonnant avec les ficelles. À l'intérieur se trouvaient 3800 $ en billets. Il y avait aussi une note du Marshall expliquant que les 200 restants avaient probablement été dépensés avant que les hommes ne soient attrapés, mais que le montant récupéré devait lui être restitué en tant que propriétaire légitime. Il demandait également qu'elle vienne à Helena quand elle le pourrait pour témoigner au procès, prévu pour début novembre. Elle fixa l'argent, ayant du mal à croire qu'il était réel, qu'elle l'avait vraiment récupéré. « Ça change tout, » murmura-t-elle. Nathan se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, les épaules tendues. « Je suppose que oui. Vous pouvez aller où vous voulez maintenant, faire ce que vous aviez prévu. » Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de tendu et de contrôlé. Jennifer posa l'argent et étudia sa posture rigide. « Nathan, regardez-moi. » Il se tourna lentement et elle fut frappée par l'expression de son visage. Il était sur la défensive, soigneusement neutre, mais elle pouvait voir quelque chose en dessous, quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. « Vous n'avez plus à rester ici, dit-il, la voix égale. Je sais que c'est rude, pas ce à quoi vous êtes habitué. Une fois que vous serez assez guéri pour voyager, vous pourrez aller dans la ville que vous voulez. Commencez cette boutique de robes ou cette pension dont vous parliez. Vous avez récupéré votre mise. » Jennifer sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une pièce de puzzle se mettant en place. « Et si je ne veux pas partir? » Il la fixa, son expression figée. « Quoi? Et si je ne veux pas aller dans une ville? »
Elle parlait lentement, prudemment, se frayant un chemin à travers des mots qui semblaient être énormes, terrifiants et absolument justes. Et si je voulais rester ici dans cette vallée? Il n'y a rien ici, dit Nathan, mais sa voix était devenue rauque. Juste un petit ranch, une cabane d'une seule pièce et beaucoup de travail acharné. Il y a toi, dit simplement Jennifer, et le regarda tressaillir comme si elle l'avait frappé. Nathan, ces dernières semaines, même blessée et effrayée comme je l'étais, je me suis sentie plus vivante, plus moi-même qu'en 5 ans de mariage. Tu as été gentil, patient et doux, et tu ne m'as rien demandé, sauf que je guérisse. Tu me regardes comme si j'étais une personne, pas une possession ou un ornement, comme si j'avais de l'importance. Tu as de l'importance, les mots jaillirent de lui. Mon Dieu, Jennifer, bien sûr que tu as de l'importance. Tu as tellement d'importance que ça me terrifie. Je te regarde et j'en oublie de respirer. Je me réveille au milieu de la nuit juste pour vérifier que tu respires encore, que tu es toujours là. Je trouve des excuses pour rentrer pendant la journée juste pour te voir, pour entendre ta voix. Et je sais que c'est stupide parce que tu es une dame de la ville et que je ne suis qu'un éleveur avec de la terre sous les ongles et une cabane à peine assez grande pour une personne, encore moins pour deux. Tu mérites de belles choses et une vie facile. Pas ça. Jennifer se leva, se déplaçant prudemment car ses côtes lui faisaient encore mal si elle bougeait trop vite et s'approcha de lui. Elle leva sa bonne main et toucha son visage, sentant la barbe naissante sous sa paume, la chaleur de sa peau. « J'ai essayé la vie facile, dit-elle doucement. Elle a failli m'étouffer. Je ne veux pas de belles choses, Nathan. Je veux compter. Je veux construire quelque chose de réel de mes propres mains. Je veux ressentir quelque chose. » Elle prit une inspiration tremblante. « Je te veux. » Il la regarda, ses yeux scrutant son visage comme s'il cherchait le doute ou la tromperie. Ce qu'il y vit dut le satisfaire, car il leva la main et la couvrit de la sienne, tournant son visage pour déposer un baiser dans sa paume. « Je ne suis pas un homme qui connaît les mots sophistiqués, dit-il, la voix basse et intense. Mais je te jure, si tu restes, je passerai chaque jour à essayer d'en être digne. Je nous construirai une meilleure maison. Je travaillerai jusqu'à ce que mes mains saignent pour te donner une belle vie. Je ne lèverai jamais la main sur toi en colère. Je ne trahirai jamais ta confiance. Et je t'aimerai, Jennifer. Que Dieu me vienne en aide. Je crois que je t'aime déjà. » Elle sentit des larmes couler sur ses joues, mais elle souriait, la joie bouillonnant en elle comme une source. « Alors embrasse-moi, idiot. » Il le fit, se penchant pour presser ses lèvres contre les siennes avec une douceur qui la fit frémir. Ce n'était en rien comparable aux baisers convenables que son mari lui avait donnés, des baisers rapides qui ne signifiaient rien. C'était de la chaleur, de la promesse et de la tendresse, tout mélangé. Et quand il se retira, ils respiraient tous les deux fort. « Épouse-moi, dit Nathan, les mots sortant en cascade. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que tu sors à peine de ton deuil et que tu me connais à peine, mais épouse-moi quand même. Nous pouvons avoir de longues fiançailles, si tu veux. Attends d'être sûr, mais dis que tu y réfléchiras au moins. » Jennifer rit, le son clair et libre. « Oui. » Il cligna des yeux. « Oui, tu y réfléchiras. »« Oui, je vais t'épouser, dit-elle, et regarda le choc et la joie se succéder sur ses traits. J'ai passé 5 ans à être raisonnable, convenable et à faire ce qu'on attendait de moi. Ça m'a valu une maison froide et un mariage encore plus froid. Tu m'as sauvé la vie, Nathan Harper. Tu m'as rendu mon avenir, et quelque part entre le bouillon et les bandages, et la façon dont tu me regardes comme si j'avais décroché la lune, je suis tombée amoureuse de toi. Alors oui, je vais t'épouser, et je n'ai pas besoin de longues fiançailles pour être sûr. » Il l'embrassa de nouveau, plus profondément cette fois, ses bras l'entourant avec précaution, attentif à ses côtes encore en guérison. Quand ils se séparèrent enfin, ils souriaient tous les deux comme des idiots. « Nous devrions le faire correctement, cependant, dit Nathan, sa nature pratique reprenant le dessus, même à travers sa joie évidente. Attendre que tu sois guéri, que tu puisses porter une belle robe, et nous pourrons le faire bien. Et nous devrions utiliser une partie de cet argent pour agrandir la cabane, te construire une vraie chambre et peut-être une cuisine plus grande qu'un timbre-poste. » « Notre chambre, » corrigea Jennifer en le regardant rougir. « Mais oui, nous pouvons attendre que je sois guéri pour nous marier.
Je veux pouvoir danser à mon propre mariage et j'ai à peine la force de traverser la pièce sans être essoufflé en ce moment. Elle fit une pause puis ajouta prudemment, je veux aussi utiliser mon argent pour investir dans le ranch. Nous pouvons acheter plus de bétail, peut-être des poules et des cochons, construire une plus grande grange, faire de cet endroit quelque chose de substantiel. Elle le vit commencer à protester, cette fierté masculine têtue montant en lui, et elle posa sa bonne main sur sa bouche. Ce n'est pas de la charité, Nathan. Si nous allons nous marier, alors nous allons être partenaires. Cet argent est à moi pour en faire ce que je veux, et il me plaît de l'investir dans notre avenir. De plus, je voudrais une vache laitière, un bon poulailler et un grand jardin. Ce sont mes exigences pour accepter de vivre ici, au milieu de nulle part. Il retira sa main de sa bouche, ses yeux pétillants d'amusement. Des exigences, c'est ça? Absolument. J'exige aussi un vrai poêle au lieu de cette petite chose, et un vrai lit au lieu de ce lit de camp étroit, et un bon fauteuil à bascule pour le Porsche que nous allons construire. Autre chose, madame? Il souriait maintenant, et elle aimait le voir ainsi. Détendu et heureux, les rides d'inquiétude autour de ses yeux lissés. Oui, dit-elle, feignant de réfléchir sérieusement. J'exige que tu m'embrasses au moins une fois par jour, tous les jours, pour le reste de notre vie. Je pense que je peux gérer ça, dit Nathan, et il procéda à la démonstration de son engagement à satisfaire ses exigences avec enthousiasme. Les semaines suivantes furent bien remplies. Dès que Mme Patterson déclara Jennifer suffisamment guérie pour être debout et active pendant de plus longues périodes, ils se lancèrent dans la planification. Nathan passait ses soirées à dessiner des agrandissements de la cabane, tandis que Jennifer faisait des listes de fournitures et de meubles. Ils décidèrent de construire 2 vraies chambres, une cuisine plus grande et un salon avec un large porche longeant la façade. Ça va prendre des mois, prévint Nathan, alors qu'ils étaient assis ensemble un soir, son dessin étalé sur la table entre eux. Je peux faire la plupart du travail moi-même, mais j'aurai besoin d'aide pour les grosses poutres et le toit. Ça veut dire engager des hommes, ce qui veut dire attendre après le rassemblement du bétail quand les saisonniers cherchent du travail pour l'hiver. Alors nous nous marierons au printemps, dit Jennifer d'un ton décidé. Ça nous donnera le temps de construire l'agrandissement, de bien arranger l'endroit, et pour moi de me faire une robe de mariée décente. Je n'ai jamais été une grande couturière, mais je peux me débrouiller avec une robe simple si j'ai assez de temps. Nathan tendit la main sur la table et prit la sienne. L'attelle avait finalement été retirée ce matin-là, bien que son bras soit encore faible et douloureux si elle l'utilisait trop. Tu pourrais te marier dans un sac de farine, tu serais quand même la plus belle mariée du Montana. Elle sentit son visage chauffé de plaisir, n'étant toujours pas tout à fait habituée à la façon dont il disait des choses comme ça, si directe et sincère. Son défunt mari ne l'avait jamais complimenté, semblant penser que de telles choses étaient inutiles entre personnes mariées. Nathan, elle l'apprenait, croyait le contraire. Il lui disait qu'elle était belle, qu'il aimait sa façon de rire, son esprit vif et sa détermination. Il lui donnait le sentiment d'être vue d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La lettre du Marshal arriva à la mi-octobre, demandant à Jennifer de venir à Helena pour témoigner contre les 3 hommes qui l'avaient volée. Nathan insista pour l'accompagner, s'arrangeant pour qu'un voisin surveille son bétail pendant les quelques jours de leur absence. Le voyage jusqu'à Helena prit 2 jours en diligence. Chaque secousse et chaque chaos faisaient mal aux côtes encore sensibles de Jennifer. Mais Nathan était à ses côtés tout le long, sa présence stable et rassurante. Helena était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. C'était une capitale territoriale animée, pleine de mineurs, de marchands et d'avocats en costumes élégants. Le procès eut lieu dans une vraie salle d'audience. Il y avait un juge en robe noire et un jury de 12 hommes. Jennifer raconta son histoire clairement et calmement, identifiant les 3 hommes assis sur le banc des accusés, l'air maussade et vaincu. La procureure était une femme au regard perçant nommée Margaret Hale, l'une des premières avocates du territoire du Montana. Elle s'acharna sur les accusés avec une efficacité impitoyable. Le jury délibéra moins d'1 heure avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Le juge condamna chaque homme à 10 ans dans la prison territoriale. Et alors qu'ils étaient emmenés enchaînés, l'un d'eux cracha en direction de Jennifer, le visage tordu de haine. Nathan bougea plus vite qu'elle ne l'aurait cru possible, se plaçant entre elle et le prisonnier.
Sa main était sur le pistolet qu'il avait commencé à porter en quittant le ranch. Le bailli traîna le prisonnier avant que quoi que ce soit ne puisse arriver. Mais Jennifer vit la fureur froide dans les yeux de Nathan. Elle comprit que cet homme doux, qui l'avait soigné si tendrement, était aussi capable de violence lorsqu'il s'agissait de protéger ceux qu'il aimait. Cette nuit-là, à l'hôtel où il séjournait, il la serra fort contre lui. Elle se sentit en sécurité d'une manière qui n'avait rien à voir avec les serrures des portes ou les murs épais. Elle était en sécurité parce qu'elle était aimée, parce qu'elle avait trouvé un homme qui se tiendrait entre elle et le danger sans hésitation, un homme qui l'estimait plus que son propre confort ou sa propre sécurité. Ils retournèrent au ranch pour trouver la première neige de la saison saupoudrant la vallée. Un léger givre qui fondit à midi, mais promettait des tempêtes plus fortes à venir. Nathan se lança dans les préparatifs de l'hiver. Il coupa du bois de chauffage jusqu'à ce qu'ils aient une pile massive contre le mur de la cabane. Il vérifiait et revérifiait son bétail, s'assurant que tout était sécurisé et prêt. Jennifer aidait autant qu'elle le pouvait, son bras se renforçant chaque jour. Elle cuisinait des repas copieux, raccommodait les vêtements, organisait les provisions. Madame Patterson passait régulièrement et les deux femmes devinrent amies. La femme plus âgée apprit à Jennifer à faire du fromage et du beurre, à conserver les légumes et à faire des conserves. Toutes les compétences dont elle aurait besoin pour gérer une maisonnée de ranch. « Tu es bonne pour lui », dit Madame Patterson un après-midi, alors qu'elles travaillaient ensemble dans la cabane, mettant en conserve les dernières pommes du petit verger que Nathan entretenait. « Je connais ce garçon depuis qu'il est arrivé dans cette vallée. Je l'ai vu travailler à s'en tuer pour prouver qu'il pouvait y arriver. Il était toujours si sérieux, si concentré sur la survie qu'il en oubliait de vivre. Tu as changé ça. Il sourit maintenant, il rit. Il a l'air heureux. » « Il me rend heureuse aussi, » dit Jennifer, épluchant soigneusement une pomme avec sa main gauche encore faible. « Je ne savais pas que le mariage pouvait être comme ça, pouvait ressembler à ça. La plupart des mariages ne le sont pas, » dit Madame Patterson sans détour. « La plupart du temps, ce sont juste deux personnes qui se tolèrent et se partagent le travail. Mais de temps en temps, on a de la chance et on trouve quelqu'un qui est vraiment notre égal, quelqu'un qui nous voit et qui aime ce qu'il voit. C'est ce que vous avez tous les deux, et vous devriez le chérir. » L'hiver arriva dur et rapide, comme c'est le cas dans le Montana. Fin novembre, la neige atteignait près d'1 mètre d'épaisseur dans la vallée. La température chuta si bas que l'eau gelait dans son seau pendant la nuit. Le bétail de Nathan se serrait les uns contre les autres pour se réchauffer. Ils sortaient plusieurs fois par jour pour briser la glace sur leur point d'eau et s'assurer qu'aucun ne s'était retrouvé coincé dans les congères. Jennifer gardait la cabane chaude et confortable, un havre contre le froid glacial. Elle cuisinait, nettoyait et apprit à carder la laine du petit troupeau de moutons que Nathan avait acheté avec une partie de son argent. Le soir, ils s'asseyaient ensemble près du feu, planifiant le projet de construction du printemps. Ils discutaient du type de poule qu'ils devraient avoir et s'ils devaient planter du blé ou simplement s'en tenir aux légumes dans le jardin. Ils furent bloqués par la neige pendant la majeure partie de décembre, mais aucun d'eux ne s'en plaignit. C'était une période paisible, intime et calme. Ils parlaient pendant des heures, apprenant leurs histoires respectives, partageant souvenirs et rêves. Nathan lui parla de son enfance dans une ferme de l'Illinois, de la perte de ses parents. Il se sentait perdu jusqu'à ce qu'il vienne dans l'Ouest et trouve son but. Jennifer lui parla de son enfance solitaire en tant qu'enfant unique dans une maison où les émotions étaient considérées comme vulgaires. Elle parla de la pression de bien se marier et de faire honneur à sa famille. « J'ai écrit à mon père après le procès », dit-elle une nuit, alors qu'ils étaient allongés ensemble sur le lit de camp étroit, enveloppés dans des couvertures, dans la chaleur l'un de l'autre. Nathan avait insisté pour qu'elle prenne le lit pendant qu'il dormait sur une paillasse près du feu. Mais au cours des longues nuits d'hiver, ils avaient abandonné ce prétexte, cherchant réconfort et proximité dans l'obscurité. Ils n'avaient pas consommé leur relation, voulant tous deux attendre le mariage. Mais ils se tenaient dans les bras, s'embrassaient et trouvaient de la joie dans une simple affection physique. Je lui ai dit que j'étais vivante, en bonne santé et fiancée. Je n'ai pas eu de réponse. « C'est sa perte, dit Nathan, ses bras se resserrant autour d'elle. Quiconque ne voit pas le trésor qu'il avait en toi est un imbécile. » Avant, ça m'importait, admit Jennifer. Je restais éveillée la nuit à me demander
ce que je pouvais faire pour le rendre fier, pour qu'il m'aime. Mais plus maintenant. Je t'ai maintenant, et tu me donnes l'impression que je suis assez exactement comme je suis. Tu es plus qu'assez, murmura Nathan contre ses cheveux. Tu es tout. Noël passa tranquillement, marqué seulement par un petit sapin que Nathan coupa et traîna à l'intérieur, et par des cadeaux qu'ils se firent de leurs propres mains. Jennifer lui offrit une écharpe chaude qu'elle avait tricotée avec de la laine qu'elle avait cardée et filée elle-même, sa première tentative réussie. Nathan lui offrit un fauteuil à bascule qu'il avait secrètement construit dans la grange, lisse, robuste et parfait. La nouvelle année de 1884 arriva avec un blizzard qui dura 3 jours. Il ensevelit la vallée sous 1,50 m de neige. Ils étaient piégés à l'intérieur, mais Jennifer découvrit que cela ne la dérangeait pas. Il y avait quelque chose de magique à être coupé du monde. Juste eux deux dans leur petite cabane, avec le feu qui crépitait et le vent qui hurlait dehors. Quand la tempête se calma enfin, le monde était transformé. Tout était enfoui sous des congères blanches et lisses qui scintillaient au soleil comme des diamants. Nathan les dégagea, créant des chemins vers la grange et le bétail. Et Jennifer se tenait sur le porche dans l'air froid et vif, respirant l'odeur pure de la neige et du pain. « C'est ma maison », dit-elle à voix haute, et sentit la vérité de cette phrase s'ancrer dans ses os. Pas l'Ohio, pas une ville quelque part. Mais cette vallée, ce ranch, cette vie qu'elle construisait avec Nathan. Sa maison. Février apporta un léger redoux, suffisant pour que Nathan puisse commencer à penser au projet de construction. Il se rendit à Hecla pour commander du bois et des fournitures. Il revint avec la nouvelle qu'une équipe de 4 hommes arriverait en mars pour aider à la construction. Des charpentiers expérimentés qui faisaient ce genre de travail régulièrement. Fidèles à leur parole, 4 hommes arrivèrent le premier jour de mars. La neige fondait enfin et la terre commençait à apparaître par endroits. Ils étaient rudes mais respectueux. Ils appelaient Jennifer Madame et enlevèrent leurs chapeaux quand ils entraient pour les repas. Elle cuisinait d'énormes quantités de nourriture pour eux, les gardant bien nourris pendant que Nathan travaillait à leur côté de l'aube au crépuscule. L'agrandissement prit forme lentement mais sûrement. D'abord les fondations, puis la charpente, puis les murs et le toit. Fin avril, ils avaient une vraie maison au lieu d'une cabane. Avec 2 chambres, une cuisine assez grande pour que Jennifer puisse y travailler confortablement, et un salon avec de l'espace pour les meubles qu'ils prévoyaient d'acheter ou de construire. Les hommes partirent de 1er mai. Nathan et Jennifer se tenaient ensemble, regardant ce qu'ils avaient créé. Il fallait encore des finitions, des meubles, des rideaux et de la peinture. Mais c'était à eux, solide et réel. « Nous pouvons nous marier quand tu veux », dit Nathan, son bras autour de sa taille. « La maison est finie, le bétail prospère. Et je suis presque certain que je vais mourir si je dois passer une nuit de plus à dormir à côté de toi sans que tu sois réellement ma femme. » Jennifer rit, puis se tourna dans ses bras pour l'embrasser. 2 semaines. Ça me laisse le temps de finir ma robe et pour toi d'aller à Hecla et de t'arranger pour que le pasteur vienne. Nous aurons une petite cérémonie ici, juste nous et Mme Patterson et son mari comme témoins. 2 semaines, accepta Nathan, et il l'embrassa de nouveau, plus profondément cette fois, plein de promesses, de désirs et d'amour. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Jennifer termina sa robe, une création simple mais élégante en soie de couleur crème. Elle l'avait commandée sur catalogue. Il y avait de la dentelle au col et au poignet que Mme Patterson lui avait apporté comme cadeau de mariage. Nathan leur construisit un vrai cadre de lit pour la plus grande chambre, large et robuste. Jennifer essayait de ne pas rougir chaque fois qu'elle pensait à ce qui se passerait dans ce lit après leur mariage. Elle cuisina pendant des jours, créant un petit festin pour après la cérémonie. Mme Patterson l'aida, apportant sa plus belle porcelaine et une nappe brodée de fleurs. M. Patterson, un homme silencieux qui parlait rarement mais avait toujours un sourire aimable, aida Nathan à accrocher des lanternes sur le nouveau porche pour la célébration du soir. Le pasteur arriva le matin du 15 mai. C'était un homme jovial nommé Révérend Thomas, qui était venu de Hecla. La cérémonie eut lieu sur le porche en fin d'après-midi. La vallée s'étendait en contrebas dans toute sa splendeur printanière. Des fleurs sauvages s'épanouissaient en vagues de couleurs à travers les prairies. Jennifer se tenait à côté de Nathan, sa main dans la sienne. Elle prononça ses vœux d'une voix claire et le cœur plein.
Quand Nathan lui passa la simple alliance en or au doigt, sa propre voix était rauque d'émotion, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je vous déclare maintenant mari et femme, » dit le révérend Thomas avec un large sourire. « Nathan, vous pouvez embrasser votre épouse. » Et il le fit, longuement et avec enthousiasme, pendant que Mme Patterson riait, que M. Patterson applaudissait et que le révérend se raclait la gorge de manière significative. Quand ils se séparèrent enfin, ils souriaient tous les deux comme des niais, plus heureux que Jennifer n'aurait jamais imaginé l'être. Ils mangèrent le festin qu'elle avait préparé, portèrent un toast avec du whisky et de la limonade. Ils dansèrent sur le porche au son du violon de Mme Patterson, dont Jennifer ignorait qu'elle savait jouer. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, Jennifer dansa avec son mari. Elle ressentit tant de joie qu'elle crut qu'elle allait éclater. Finalement, leurs invités partirent. Mme Patterson lança à Jennifer un regard entendu et lui chuchota un conseil qui la fit rougir écarlate. Puis ils furent seuls, debout sur leur porche, regardant les étoiles apparaître. Mari et femme, enfin. Nathan lui prit la main et la conduisit à l'intérieur, à travers la maison qu'ils avaient construite ensemble, jusqu'à la chambre avec son nouveau lit et ses douces couvertures. Il alluma la lampe sur la commode, puis se tourna vers elle, son expression soudainement incertaine. « Je dois te dire quelque chose, dit-il, la voix basse. Je n'ai jamais fait ça avant. Je n'ai jamais été avec une femme. Je sais que les hommes sont censés avoir de l'expérience, mais je n'ai jamais eu le temps ni l'envie avant. Et je voulais juste que tu le saches, au cas où je m'y prendrais mal. » Jennifer sentit quelque chose de chaud fleurir dans sa poitrine. De l'amour, de la tendresse et un étrange soulagement. « Je n'ai été qu'avec mon mari, et je ne peux pas dire que ça ait jamais été particulièrement agréable. Nous trouverons nos marques ensemble, Nathan. C'est ça le mariage, je pense. Trouver ces marques ensemble. » Il sourit à cela, une partie de la tension quittant ses épaules. Il s'approcha et commença à défaire ses cheveux, laissant les longues vagues brunes tomber sur ses épaules. « Tu es si belle, » murmura-t-il. « Je suis l'homme le plus chanceux du monde. » Ce qui suivit fut maladroit, doux et finalement merveilleux d'une manière que Jennifer n'avait jamais connue. Nathan était doux et patient, et quand il fit enfin d'elle sa femme en vérité, elle se sentit complète d'une manière dont elle ne savait pas qu'elle était incomplète. Après, ils restèrent enlacés dans l'obscurité, tous deux s'émerveillant de ce qu'ils venaient de partager. « Ça ne ressemblait en rien à ce qu'on m'avait dit de m'attendre, » dit Jennifer, la tête sur la poitrine de Nathan, écoutant son cœur battre. « On m'avait dit que ce serait un devoir désagréable que les femmes devaient endurer. Mais ce n'était pas désagréable du tout. » Nathan rit, le son vibrant dans sa poitrine. « Je suis très heureux de l'entendre. J'ai l'intention que nous le fassions aussi souvent que possible. » « Je ne m'opposerai pas à ce plan, » dit Jennifer, et elle pencha son visage pour l'embrasser à nouveau. L'été passa dans un brouillard de bonheur et de travail acharné. Ils s'installèrent dans la vie conjugale avec une facilité surprenante, apprenant les rythmes et les habitudes de l'autre. Nathan se levait à l'aube chaque matin pour s'occuper du bétail. Jennifer se levait avec lui, préparant le petit déjeuner et son déjeuner avant de commencer son propre travail. Elle planta un immense jardin, faisant pousser des légumes de la terre du Montana, avec détermination et les conseils de Mme Patterson. Les poules que Nathan lui avait achetées fournissaient des œufs frais chaque matin, et la vache laitière qu'il avait achetée en avril leur donnait du lait frais et du beurre. Le soir, après le travail de la journée, ils s'asseyaient ensemble sur leur porche et regardaient le soleil se coucher sur la vallée. Parfois ils parlaient, parfois ils restaient assis dans un silence confortable, mais ils étaient toujours ensemble, les mains liées, les épaules se touchant. Fin juillet, Jennifer réalisa que ses règles étaient en retard. Elle ne dit rien au début, ne voulant pas susciter des espoirs qui pourraient être déçus. Mais quand août arriva et qu'elle n'avait toujours pas ses règles, elle ne put plus nier ce que son corps lui disait. Elle se rendit chez Mme Patterson, qui confirma ses soupçons avec un sourire entendu. « Tu es enceinte, ma chère, » dit la femme plus âgée. « Je dirais d'environ 2 mois, ce qui signifie que tu auras un bébé fin février ou début mars. » Jennifer rentra chez elle ce soir-là, avec son secret brûlant en elle, attendant le bon moment pour le dire à Nathan. Elle le trouva dans la grange, vérifiant un veau qui était né ce matin même. Elle se tint dans l'embrasure de la porte, le regardant. Cet homme bon qui était maintenant son mari, qui serait bientôt père.
Nathan, dit-elle, et quelque chose dans sa voix le fit lever les yeux immédiatement, l'inquiétude traversant son visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es blessé? Rien ne va mal, dit-elle rapidement en s'approchant de lui. Elle prit ses mains dans les siennes et leva les yeux vers son visage. Tout va très, très bien. Nathan, nous allons avoir un bébé. Elle regarda les mots s'imprégner, vit ses yeux s'écarquiller, sa bouche s'entr'ouvrir. Un bébé? Tu es sûr? Madame Patterson l'a confirmé. Je suis enceinte d'environ 2 mois, ce qui signifie que le bébé devrait arriver à la fin de l'hiver. Un sourire se répandit sur le visage de Nathan, lent et émerveillé. Puis il la souleva, la fit tourner, tous deux riant de pure joie. Quand il la reposa, il parut immédiatement inquiet. Je n'aurais pas dû faire ça. Et si je t'avais fait mal? Et si j'avais fait mal au bébé? Tu ne m'as pas fait mal ni au bébé, l'assura Jennifer, touchée par son inquiétude. Je suis enceinte, Nathan, pas en verre. Mais tu vas devoir t'habituer à ce que je sois plus fatiguée et probablement plus émotive pendant un certain temps. Madame Patterson dit que les premiers mois peuvent être difficiles. Je prendrai soin de toi, dit Nathan, sa main venant se poser sur son ventre encore plat avec émerveillement. De vous deux, mon Dieu, Jennifer, nous allons être parents. Oui, nous le sommes, acquiesça-t-elle et l'embrassa, le cœur si plein qu'elle crut qu'il allait déborder. La grossesse fut plus facile qu'elle ne l'avait craint. Elle fut fatiguée et nauséeuse pendant quelques semaines, mais cela passa. En septembre, elle se sentait mieux que jamais, pleine d'énergie et de détermination. Son ventre commença à s'arrondir. Nathan s'asseyait avec elle le soir, la main sur son ventre, parlant à leur enfant à naître. Il racontait au bébé l'histoire du ranch, du bétail et de la vie qu'il construisait. L'automne passa, la vallée se transformant en nuances d'or et de rouge avant que les premières neiges ne tombent. Ils se préparèrent pour l'hiver avec plus de soin cette année, sachant qu'ils auraient un nouveau-né à garder au chaud au printemps. Nathan isola la chambre, s'assurant qu'aucun courant d'air ne pouvait passer. Il construisit un berceau en pain lisse, le ponçant jusqu'à ce qu'il soit doux comme de la soie. Jennifer cousit des vêtements et des couvertures pour bébé, ses mains occupées tandis que son ventre grossissait. Madame Patterson passait régulièrement pour la voir, lui apprenant à quoi s'attendre pendant l'accouchement, comment s'occuper d'un nouveau-né. Cela aurait dû être effrayant. Mais au lieu de cela, Jennifer se sentait de plus en plus confiante, de plus en plus excitée chaque jour. L'hiver fut plus rude que l'année précédente, avec des tempêtes qui duraient des jours et des températures qui chutaient à des niveaux dangereux. Nathan quittait à peine le ranch, restant près de Jennifer, son instinct protecteur en pleine action. Elle trouvait cela attachant, même quand c'était un peu agaçant. Elle le laissait s'agiter autour d'elle parce qu'elle savait que cela le rassurait. Par une nuit glaciale de fin février, alors que le vent hurlait autour de la maison et que la neige s'accumulait contre les murs, Jennifer se réveilla avec une douleur qui ondulait dans son ventre. Elle resta immobile un instant, respirant à travers la douleur, puis secoua Nathan pour le réveiller. « C'est l'heure, dit-elle simplement, et le regarda se réveiller complètement, les yeux écarquillés. Maintenant, mais le bébé n'est pas attendu avant une semaine ou 2. Les bébés viennent quand ils sont prêts, pas quand nous le prévoyons, dit Jennifer, puis elle halta alors qu'une autre contraction la saisissait. Tu dois aller chercher Madame Patterson, maintenant. Nathan s'habilla plus vite qu'elle n'avait jamais vu personne le faire, enfilant des couches contre le froid. Je reviens aussi vite que possible. N'accouche pas avant que je revienne avec de l'aide. Je ferai de mon mieux, dit Jennifer d'un ton sec. Puis il fut parti, et elle était seule avec la douleur, la peur et le sentiment écrasant que tout était sur le point de changer. Nathan revint moins d'1 heure plus tard, ce qui signifiait qu'il avait dû traverser la tempête comme un fou. Madame Patterson était avec lui, donnant déjà des ordres avant même d'avoir enlevé son manteau. Elle examina Jennifer, déclara que tout se déroulait normalement et s'installa pour aider. Le travail dura toute la nuit et jusqu'au lendemain, des heures de douleur et d'épuisement qui se confondirent. Nathan resta avec elle tout le temps, lui tenant la main, lui épongeant le front, murmurant des encouragements même quand elle le maudissait et lui disait que tout était de sa faute. Il le prit avec bonne grâce, ne la quittant jamais, sauf quand Madame Patterson le faisait sortir pour préserver son intimité. Finalement, alors que le soleil se couchait le 2e jour, Jennifer sentit une envie irrésistible de pousser.
Madame Patterson la guida. Et après ce qui sembla une éternité, mais qui ne fut probablement que 20 minutes, un cri de bébé remplit la pièce. Thorne est magnifique. C'est un garçon, annonça Madame Patterson, plaçant le paquet gigotant et pleurant sur la poitrine de Jennifer. Un beau garçon en bonne santé. Jennifer baissa les yeux sur son fils, sur son visage rouge, ses poings agités et le duvet de cheveux sombres sur sa tête. Elle sentit l'amour la submerger comme une vague. Nathan était à côté d'elle, le visage mouillé de larmes, sa main tremblant alors qu'il tendait la main pour toucher leur enfant. « Il est parfait, » murmura Nathan. « Jennifer, tu l'as fait. Il est parfait. »« Nous l'avons fait, » dit Jennifer, émerveillée par le minuscule humain qu'elle tenait. « Nous avons fait une personne, Nathan. » Ils l'appelèrent Jacob Thomas Harper, le deuxième prénom en l'honneur du défunt mari de Jennifer, en signe de respect pour l'homme qui, à sa manière, avait rendu sa nouvelle vie possible. Le bébé Jacob était un nourrisson de bonne nature, dormant, mangeant et grandissant avec une régularité satisfaisante. Les années suivantes passèrent dans un tourbillon de bonheur et de travail acharné. Le ranch prospéra. La gestion prudente de Nathan et l'investissement financier de Jennifer portèrent leurs fruits avec une croissance constante. Ils ajoutèrent plus de bétail, construisirent une plus grande grange, engagèrent 2 ouvrières de ranch permanents pour aider avec l'augmentation de la charge de travail. Jacob passa de nourrisson à bambin, puis à un petit garçon robuste qui suivait son père partout, bavardant constamment et posant des questions sans fin. Quand il eut 3 ans, Jennifer découvrit qu'elle était de nouveau enceinte. Et cette fois, ils accueillirent une fille qu'ils nommèrent Sarah Rose, qui avait les yeux bruns de sa mère et le menton têtu de son père. 2 ans après Sarah vint un autre fils, Daniel Nathan, qui était plus calme que son frère aîné, mais tout aussi déterminé. Et 3 ans après, leur famille fut complétée par la naissance d'une autre fille, Emma Grace. Elle arriva avec une chevelure rousse qui venait de la grand-mère de Jennifer et un tempérament assorti. La cabane que Nathan avait construite s'agrandit encore et encore. Des pièces furent ajoutées à mesure que la famille s'agrandissait, jusqu'à ce que ce soit une vraie maison de ranch avec de la place pour tout le monde. Jennifer dirigeait la maisonnée avec une efficacité compétente, gérant les enfants, les ouvriers du ranch et le travail sans fin de nourrir, vêtir et rendre tout le monde heureux. Nathan s'épanouit en tant que père, patient et aimant avec ses enfants. Il leur apprit à monter à cheval, à utiliser le lasso et à prendre soin de la terre qui serait un jour la leur. Il ne perdit jamais sa douceur, sa capacité de tendresse, même en devenant un éleveur respecté, connu dans tout le territoire pour son honnêteté et la qualité de son bétail. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Nathan emmena Jennifer sur la crête où il l'avait trouvée pour la première fois toutes ces années auparavant. C'était une chaude soirée de printemps. La vallée s'étendait en contrebas, en nuances de vert et d'or. Leur maison de ranch était visible au loin, avec des lumières brillantes aux fenêtres. « Je rentrais à la maison cette nuit-là, » dit Nathan, son bras autour de sa taille. « J'étais en ville pour acheter des provisions. J'ai failli prendre la route au lieu de couper à travers champs, mais quelque chose m'a fait venir par ici. Si j'avais pris l'autre chemin, je ne t'aurais jamais trouvé. » « Le destin, » dit Jennifer en s'appuyant contre lui, « ou la chance, ou une intervention divine. Quoi que ce soit, j'en suis reconnaissante. Cette nuit a été la pire de ma vie et la meilleure en même temps. La pire à cause de ce que ces hommes ont fait. La meilleure parce qu'elle m'a amené ici, à toi. Le regrettes-tu parfois? Demanda Nathan. Pas de m'avoir épousé. Je sais que tu ne le regrettes pas. Mais regrettes-tu parfois de ne pas être allé dans une ville, d'avoir ouvert cette boutique de robes, d'avoir eu une vie plus facile? Jennifer se tourna pour le regarder. Cet homme qui lui avait sauvé la vie et lui avait ensuite donné une raison de la vivre pleinement. Ses cheveux sombres étaient maintenant parsemés de gris aux tempes. Il y avait des rides autour de ses yeux à force de plisser les yeux au soleil. Mais il était toujours le plus bel homme qu'elle ait jamais vu. « Pas une seule seconde, » dit-elle fermement. « Cette vie, ce ranch, nos enfants, toi, c'est tout ce que je ne savais pas que je voulais, tout ce dont j'avais besoin. Tu m'as donné un foyer, Nathan. Pas seulement une maison, mais un vrai foyer. Un endroit où j'appartiens, où j'ai de l'importance. » Il l'embrassa alors, doucement et tendrement. Ils restèrent ensemble alors que le soleil se couchait, regardant la lumière s'estomper dans le ciel,
et pensant à toutes les années à venir, à toute la vie encore à vivre ensemble. Alors qu'ils redescendaient vers la maison, main dans la main comme ils l'avaient été pendant une décennie, Jennifer entendit le rire de ses enfants. Elle pensa à quel point la vie était étrange et merveilleuse. Elle était montée dans un train à Chicago avec l'intention de prendre un nouveau départ, et elle l'avait trouvé. Mais d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle avait été jetée d'un train en marche dans l'obscurité, meurtrie et brisée, certaine qu'elle allait mourir. Mais au lieu de cela, elle avait été trouvée par un cow-boy aux mains douces et au bon cœur. Il l'avait soignée jusqu'à sa guérison, puis lui avait donné une vie au-delà de tout ce qu'elle avait pu rêver. Les années continuèrent de passer au rythme régulier de la vie du ranch. Jacob devint un grand jeune homme avec l'éthique de travail de son père et l'esprit vif de sa mère. À 19 ans, il ramena à la maison une jeune fille au visage doux nommée Mary, du ranch voisin. Ils se marièrent au printemps de 1902, construisant leur propre petite maison à l'autre bout des terres des Harper. Sarah, à 16 ans, était farouche et indépendante, capable de manier le lasso et de monter à cheval aussi bien que n'importe quel ouvrier du ranch. Elle déclara qu'elle n'était pas encore intéressée par le mariage. Elle voulait d'abord voir un peu le monde, et Jennifer la soutenait, se souvenant de sa propre soif de quelque chose au-delà de la petite vie dans laquelle elle était née. Daniel, à 14 ans, était fasciné par l'ingénierie et la mécanique. Il démontait sans cesse des objets pour voir comment ils fonctionnaient, parlant avec enthousiasme des automobiles qui commençaient à apparaître même dans le Montana reculé. Nathan le laissait faire, commandant des magazines et des livres, encourageant l'esprit curieux de son fils. Et Emma, à 11 ans, était le rayon de soleil de la famille. Toujours en train de chanter ou de danser, organisant sans cesse des spectacles pour la famille, avec des costumes élaborés faits de vieux rideaux et de couvertures. Par une chaude soirée d'été en 1903, toute la famille était réunie sur le large porche qui entourait maintenant deux côtés de la maison. Jacob et Mary étaient là avec leur petite fille, Ruth, âgée de seulement 6 mois, et la lumière absolue de la vie de tout le monde. Sarah se préparait à partir dans quelques semaines pour Denver, où elle prévoyait de suivre une formation de secrétaire. Daniel montrait à son père les dessins d'une machine qu'il voulait construire pour transporter le fourrage. Emma chantait doucement, berçant le bébé Ruth dans ses bras. Jennifer était assise dans le fauteuil à bascule que Nathan lui avait construit il y a tant d'années. Elle regardait sa famille avec un cœur plein à craquer. Nathan croisa son regard et sourit. Ce même sourire chaleureux qui faisait encore battre son cœur, même après 20 ans de mariage. Plus tard, après que les enfants se soient dispersés pour leurs diverses activités et que la maison soit devenue silencieuse, Nathan et Jennifer sortirent dans la prairie derrière la maison. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, tout comme elles l'avaient fait cette nuit terrible, où elles gisaient brisées près de la voie ferrée. « Te souviens-tu de ce que je t'ai promis cette première nuit ?» demanda Nathan, son bras autour de ses épaules. « J'ai dit que je travaillerais jusqu'à ce que mes mains saignent pour te donner une belle vie, que je ne trahirais jamais ta confiance, que je ne lèverais jamais la main sur toi en colère, que je t'aimerais. » « Je me souviens, dit doucement Jennifer. Tu as tenu chaque promesse, Nathan. Tu m'as donné plus qu'une belle vie. Tu m'as donné une vie magnifique. C'est moi qui ai reçu le cadeau, dit Nathan. Te trouver, c'était me trouver moi-même. J'étais tellement concentré sur la survie avant que tu n'arrives, juste sur le fait de passer chaque journée. Tu m'as appris à vivre, Jennifer, à aimer, à construire quelque chose de plus qu'un simple ranch, à construire une famille et un héritage. Il la tourna pour lui faire face, ses mains douces sur ses épaules. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Et s'il y a quelque chose au-delà de cette vie, je te trouverai là-bas aussi. Jennifer leva la main pour toucher son visage, ce visage qu'elle connaissait mieux que le sien. Elle sentit des larmes de joie glisser sur ses joues. Alors nous nous retrouverons, et je te dirai oui encore et encore. Oui à la vie avec toi. Oui à cette aventure. Oui à tout ce que nous avons construit ensemble. Ils se tenaient ensemble dans la prairie sous les étoiles. Deux personnes qui s'étaient trouvées dans l'obscurité et avaient construit une vie pleine de lumière. La maison du ranch derrière eux brillait de la lumière des lampes, pleine de la famille qu'ils avaient créée, de l'amour qu'ils avaient nourri. La vallée s'étendait autour d'eux, belle, sauvage et leur foyer. Jennifer pensa à la femme qu'elle avait été en montant dans ce train à Chicago, avec ses petits rêves et son espoir craintif.
Elle pensa à la douleur et à la terreur de cette nuit où elle avait été jetée dans l'obscurité, certaine qu'elle allait mourir. Et elle pensa au miracle d'avoir été trouvée, d'avoir été sauvée, d'avoir été aimée. Elle cherchait un nouveau départ, et elle avait trouvé bien plus. Elle avait trouvé un partenaire qui la traitait comme son égal, qui appréciait son esprit autant que son cœur. Elle avait trouvé un travail qui comptait, une maison qu'elle avait construite de ses propres mains et par ses propres choix. Elle avait trouvé des enfants qui remplissaient ses journées de joie et de but. Elle avait trouvé l'amour, réel, profond et durable. Le train l'avait emmenée vers l'ouest, vers un avenir incertain. Et des hommes violents l'avaient jetée dans la nuit, s'attendant à ce qu'elle meure. Mais elle avait survécu. Plus que survécu, elle avait prospéré. Et tout avait commencé avec un cow-boy qui l'avait trouvée, meurtrie et brisée, et qui avait choisi de s'occuper d'elle, de l'aider, de l'aimer. Alors qu'ils retournaient à la maison ensemble, main dans la main comme toujours, Jennifer offrit une prière silencieuse de gratitude. Pour cette nuit terrible et pour tous les beaux jours qui avaient suivi. Pour la chance d'aimer et d'être aimé, de construire et de créer, de compter. Pour avoir trouvé son foyer dans la vallée sauvage du Montana, dans les bras d'un homme bon, dans une vie bien vécue. Pour tout ce qui avait commencé quand Nathan Harper l'avait trouvé dans l'obscurité et l'avait porté vers la lumière. Les années à venir apporteraient des changements. Bien sûr, les enfants grandiraient, partiraient et reviendraient avec leur propre famille. Le ranch passerait finalement à la génération suivante, comme toute chose doit le faire. Il y aurait des chagrins et des pertes, des défis et des luttes. Mais il y aurait aussi de la joie, de l'amour et la profonde satisfaction d'une vie vécue avec un but et une passion. Et à travers tout cela, il y aurait Nathan et Jennifer, partenaires dans tous les sens du terme, s'aimant davantage chaque année, prouvant que parfois les pires moments de nos vies peuvent nous conduire au meilleur. Que se perdre peut nous aider à trouver exactement où nous appartenons. Leur histoire avait commencé par la violence et la douleur, mais elle était devenue quelque chose de beau, de durable, un témoignage du pouvoir de la compassion et du courage, du choix de l'espoir plutôt que du désespoir, de l'amour plutôt que de la peur. Et par cette chaude soirée d'été, entourés des preuves de leur amour, ils se regardèrent et surent avec une certitude absolue que chaque instant, chaque lutte, chaque joie en avait valu la peine. Ils s'étaient trouvés dans l'obscurité, et ensemble, ils avaient construit une vie pleine de lumière, et ils vécurent heureux pour toujours. Dans la vallée qu'ils avaient faite leur, dans la maison qu'ils avaient construite ensemble, dans l'amour qui perdurerait au-delà de leur propre vie, porté par les enfants, les petits-enfants et les générations à venir. Le train qui avait transporté Jennifer vers l'ouest était censé l'emmener vers un nouveau départ. Et bien que le voyage ait été bien différent de ce qu'elle avait prévu, elle avait trouvé exactement ce dont elle avait besoin. Pas une boutique de robes ou une pension, mais un ranch, un partenaire et un amour qui a tout transformé. Nathan rentrait chez lui cette nuit-là, et quelque chose l'avait poussé à choisir le chemin qui l'a mené à elle. Quelle que soit la force qui l'avait guidé, que ce soit le destin, le hasard ou la providence divine, Jennifer en était reconnaissante. Chaque jour, ils s'étaient sauvés l'un l'autre. Vraiment, il lui avait sauvé la vie cette nuit-là. Mais elle l'avait sauvé aussi d'une existence solitaire axée uniquement sur la survie, lui apprenant à vraiment vivre, aimer et espérer. Ensemble, ils avaient créé quelque chose d'extraordinaire à partir de ce qui aurait dû être une tragédie. Ils avaient pris des morceaux brisés et en avaient fait quelque chose d'entier, de beau et de durable. Et alors que les étoiles tournaient au-dessus d'eux et que la brise nocturne murmurait dans l'herbe de la vallée, Nathan et Jennifer Harper entrèrent ensemble dans leur maison, prêts pour ce que demain pourrait apporter, sachant que tant qu'ils y feraient une face ensemble, tout irait bien. Leur histoire d'amour avait été écrite dans le paysage sauvage du Montana, dans le dur labeur de la construction d'une vie, dans le rire des enfants et les moments de tendresse silencieux entre deux personnes qui se choisissaient chaque jour. C'était une histoire de survie et d'espoir, de seconde chance et de nouveau départ, de trouver l'amour dans les endroits les plus inattendus et de choisir de le nourrir pour en faire quelque chose qui durerait éternellement. Et c'était loin d'être terminé. Il y avait encore des années à venir,
Encore des petits-enfants à rencontrer et à célébrer. Encore des couchers de soleil à regarder depuis leur porche. Encore des matins à se réveiller l'un à côté de l'autre et à être reconnaissants pour un jour de plus ensemble. Mais les fondations étaient solides, construites sur la confiance, le respect et un amour qui avait été testé et éprouvé. Quoi qu'il arrive, ils y feraient une face ensemble, main dans la main, cœur à cœur. Comme ils l'avaient fait depuis cette première nuit, où un cowboy avait trouvé une femme jetée d'un train, meurtrie et brisée, et avait choisi de l'aider, de prendre soin d'elle et finalement de l'aimer. Et elle l'avait choisi en retour, construisant une vie et un héritage qui perdurerait pendant des générations. C'était leur histoire. C'était leur vérité. C'était leur fin heureuse, vécue dans le magnifique pays sauvage qu'ils aimaient tous les deux, entourés de la famille qu'ils avaient créée et de l'amour qui avait rendu tout cela possible. Et si vous voyagiez dans cette vallée aujourd'hui, vous pourriez encore voir le Ranch Harper, toujours prospère après toutes ces années, toujours habité par les descendantes de Nathan et Jennifer, qui perpétuent l'héritage de travail acharné, d'intégrité et d'amour que leurs ancêtres ont établi il y a si longtemps. La maison a été agrandie et modernisée, mais la structure originale reste amoureusement préservée. Le fauteuil à bascule que Nathan a construit est toujours sur le porche, et si vous écoutez attentivement les soirs d'été tranquilles, vous pourriez presque entendre l'écho des rires, le son d'une famille réunie, les mots chuchotés de deux personnes qui se sont trouvées dans l'obscurité et ont choisi de marcher ensemble vers la lumière. C'est le pouvoir de l'amour. C'est la magie de choisir l'espoir plutôt que le désespoir. D'ouvrir son cœur même après qu'il a été brisé. De croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Nathan et Jennifer Harper connaissaient cette vérité. Ils l'ont vécu chaque jour de leur longue et heureuse vie ensemble. Et leur histoire perdure. Un rappel que parfois les pires moments peuvent nous mener aux meilleures destinations. Que se perdre peut nous aider à retrouver notre chemin. Et que l'amour réel, vrai et durable vaut toujours la peine de se battre, de croire et de choisir. Encore et encore et encore. Fin.